Et je donne la parole à Madame Sigrid Kaag. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, avant que de vous donner lecture du rapport du secrétaire général, je tiens à rendre hommage à mes collègues de l'ONU et aux travailleurs humanitaires, quels qu'ils soient, à Gaza. La tragédie du 19 mars a mené un membre du personnel à perdre la vie. 5 autres ont été blessés lors de frappes. Je suis aux côtés des familles des victimes et souhaite aux blessés un prompt rétablissement. Madame la Présidente, j'aimerais aussi me dire des plus alarmés face à la reprise des hostilités à Gaza cette semaine et qu'elles ont déjà entraîné des centaines de décès, principalement de femmes et d'enfants. Je me fais ici l'écho de l'appel du secrétaire général en faveur de la reprise de négociations sérieuses autour d'un cessez-le-feu, d'un accès humanitaire sans entrave et pour permettre la libération des otages restants détenus, et ce, immédiatement et sans condition. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'en viens à présent au 33e rapport du secrétaire général sur l'application de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, résolution de 2016. Ce rapport couvre la période allant du 7 décembre au 13 mars 2025. La résolution 2334 demande à Israël de cesser immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est. Elle lui demande de respecter pleinement l'ensemble de ses obligations légales en la matière. Les activités de colonisation se poursuivent néanmoins et à grande vitesse. Sur la période à l'examen, les autorités de planification israéliennes ont mis en œuvre ou approuvé quelques 10 600 unités de logement dans des colonies dans la Cisjordanie occupée, y compris 4 920 à Jérusalem-Est. Des appels d'offres ont été annoncés portant sur quelques 700 unités dans la zone de la colonie d'Ephrate près de Bethléem en Cisjordanie occupée. Les démolitions, les saisies de structures appartenant à des Palestiniens se sont accélérées sur toute la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Citant l'absence de permis de construction délivrés par Israël, lesquels sont pour ainsi dire impossibles à obtenir pour les Palestiniens, les autorités israéliennes ont démoli, saisi, scellé ou contraint des populations à détruire 460 structures, déplaçant 576 personnes, dont 287 enfants et 149 femmes. La résolution 2334 du Conseil de sécurité demande l'adoption de mesures immédiates afin de prévenir les actes de violence visant les civils, y compris les actes de terrorisme et tout acte de provocation et de destruction. Malheureusement, le nombre élevé d'incidents ayant entraîné des victimes sur le territoire palestinien occupé en Israël m'empêche de les passer en revue par le menu. Madame la Présidente, à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, 3 860 Palestiniens au moins ont été tués et 5 979 au moins ont été blessés sur la période à l'examen. Selon des sources israéliennes, 59 otages restent détenus. 251 otages ont été enlevés le 7 octobre par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Des sources israéliennes indiquent aussi que 30 soldats des FDI ont été tués et 3 au moins ont été blessés sur la période de l'examen. Du 7 décembre jusqu'à l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages qui est entré en vigueur le 19 janvier, les hostilités se sont poursuivies à Gaza, faisant un grand nombre de victimes parmi les Palestiniens, entraînant des déplacements en masse de civils et des destructions à grande échelle, notamment d'infrastructures civiles. Des groupes armés palestiniens continuent de détenir dans des conditions abominables les otages et tirent des roquettes à l'aveugle vers Israël. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, 25 ressortissants israéliens et 5 ressortissants thaïlandais ont été libérés par le Hamas et d'autres groupes armés. Les dépouilles de 8 otages tués le 7 octobre ou en captivité ont été restituées, dont 2 enfants. Les otages libérés ont décrit ou montré des signes de mauvais traitement des plus graves. Sur la période à l'examen,
1777 prisonniers et détenus palestiniens ont été libérés par Israël. Certains ont fait état de mauvais traitements graves, d'atteintes sexuelles et d'humiliations subies en détention. Sur la période à l'examen, 21 membres au moins du personnel de l'ONU ont été tués à Gaza. Dans l'intervalle, la violence en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, s'est poursuivie, atteignant des niveaux alarmants. 123 Palestiniens, dont 6 femmes et 19 enfants, ont été tués dans le cadre de frappes aériennes des forces de sécurité israéliennes. Dans le cadre d'échanges armés, de manifestations et d'autres incidents, la plupart des Palestiniens ont été tués dans le contexte d'opérations israéliennes dans la zone A, notamment dans le cadre d'échanges de tirs avec des Palestiniens armés. 924 Palestiniens, dont 220 enfants, ont été blessés par les forces de sécurité israéliennes, dont 361 du fait de l'inhalation de gaz lacrymogènes et 299 par balle. 118 Palestiniens, dont 6 enfants, ont été blessés par des colons. Selon des sources israéliennes, Madame la Présidente, 10 Israéliens, dont 2 enfants et 3 femmes, et 5 membres des forces de sécurité ont été tués. 96 autres personnes, dont 3 enfants et 10 femmes, et 32 membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés par des Palestiniens dans le cadre d'échanges de tirs, d'attaques à la voiture bélier ou au couteau, entre autres. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 1711 Palestiniens dans le cadre d'opérations en Cisjordanie occupée. Israël détient actuellement au moins 9406 Palestiniens, dont 3405 en détention administrative, selon les services de prison pénitentiaires israéliens. Le 19 février, le procureur général militaire israélien a lancé des poursuites contre 5 réservistes des FDI pour atteintes graves, atteintes sexuelles graves à un centre de détention State Tayman. Le 17 janvier, une opération des forces de sécurité palestiniennes débutée le 5 décembre visait des groupes armés dans le camp des réfugiés de Jenin, mais elle a pris fin. 16 Palestiniens ont été tués, dont 6 membres des PSF. Le 21 janvier, l'opération menée par Israël de la plus grande envergure a été menée en Cisjordanie, la plus importante depuis 2002. Dans le cadre d'une opération dite de lutte contre le terrorisme, des frappes aériennes ont eu lieu, le déploiement de chars pour la première fois depuis 2002. Des bâtiments résidentiels ont été démolis, tout comme des infrastructures civiles. 40 000 personnes ont été déplacées. Le 9 février, les opérations israéliennes se sont étendues pour atteindre le camp de Nour Shams à Tulkarem. Des soldats des FDI ont tué 2 femmes palestiniennes, dont une femme enceinte. 2 enfants palestiniens ont été tués par des soldats israéliens dans le cadre d'incidents séparés à Jenin et Hébron le 21 février. Au total, le nombre d'enfants tués se situe à 8 sur toute la Cisjordanie occupée depuis le début de l'opération. Les FDI ont démoli 23 bâtiments résidentiels dans le camp de réfugiés de Jenin le 2 février et 14 autres dans le camp de réfugiés de Tulkarm le 18 février, affirmant qu'ils ciblaient des infrastructures de terroristes. Les camps de réfugiés de Jenin, Tulkarem et Nour Shams ont pour ainsi dire été vidés de leurs résidents. Les FDI ont aussi accru les restrictions de la liberté de circulation imposées en Cisjordanie occupée depuis le 21 janvier, notamment pour ce qui est de l'accès aux services essentiels et à l'activité économique. Le 23 février, le gouvernement israélien a déclaré que les FDI demeureraient dans certains camps de réfugiés pour l'année à venir et que leurs résidents ne pourraient pas y revenir. La violence des colons s'est poursuivie tout au long de la période de l'examen. Entre les 15 et 20 janvier, à titre d'exemple, de vastes groupes de colons israéliens ont attaqué 11 villes et villages palestiniens dans la Cisjordanie occupée, blessant 17 Palestiniens, dont 2 enfants, et endommageant des biens. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens se sont aussi poursuivies. Dans le cadre de tirs visant des véhicules en Cisjordanie occupée, un enfant israélien de 10 ans a été tué et 3 Israéliens ont été blessés le 11 décembre. 2 femmes âgées israéliennes et un agent de police israélien a été tué et 8 personnes ont été blessées le 6 janvier. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2334, demandait aux 2 parties de s'abstenir de toute provocation, incitation ou discours incendiaire. Malheureusement, ces actes se poursuivent. Des représentants du Hamas continuent de demander
ce que des attaques sont menées contre des Israéliens incite à la violence et encourage l'escalade dans la Cisjordanie occupée. Les représentants palestiniens, leurs réseaux sociaux, les médias continuent de glorifier les auteurs d'attaques visant des Israéliens. Les hauts représentants israéliens continuent de demander le déplacement de Palestiniens de la bande de Gaza, la reprise d'une guerre à grande échelle et la réinstallation de colonies de peuplement à Gaza. 2 ministres ont demandé au Premier ministre, et je le cite, d'ouvrir les portes de l'enfer, fin de citation, sur Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Ils ont demandé à reprendre l'ensemble de la bande de Gaza, écarter sa population, couper l'électricité, l'eau et l'aide humanitaire. Certains représentants israéliens continuent de demander l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie occupée. Madame la Présidente, la résolution 2334 réitérait les appels lancés par le Quatuor du Moyen-Orient en faveur de l'adoption de mesures positives de nature à inverser les tendances négatives qui entravent la solution des 2 États sur le terrain. Lorsque le cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier, l'augmentation de la quantité d'aide acheminée à Gaza et l'amélioration de l'accès ont permis de fournir davantage d'aide vitale ainsi que de davantage de services à Gaza grâce aux organismes onusiens et d'autres acteurs humanitaires. Plus de 57 000 tonnes métriques de vivres ont été acheminées dans la bande de Gaza pendant le premier mois et plus de 1,9 million de personnes ont reçu des colis alimentaires depuis le début du cessez-le-feu. Cependant, depuis le 2 mars, l'entrée de toutes les fournitures humanitaires et commerciales à Gaza a été stoppée par les autorités israéliennes, affectant gravement les opérations humanitaires. Israël a aussi coupé l'approvisionnement en électricité de l'usine de dessalement au sud de Gaza, limitant l'accès à l'eau propre pour 600 000 personnes. Le 1er février, les évacuations médicales ont débuté par le point de passage de Rafah vers l'Égypte. Selon l'OMS, de 12 000 à 14 000 personnes, dont plus de 4 500 enfants, ont encore urgemment besoin d'une évacuation médicale. Le 18 février, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'ONU, en consultation avec l'autorité palestinienne, ont publié le rapport sur l'évaluation des besoins à Gaza et en Cisjordanie occupée, qui estime que 53,2 milliards de dollars seront nécessaires sur les 10 ans à venir, principalement pour Gaza. Le 30 janvier, la législation israélienne visant à empêcher l'UNRWA d'opérer sur le territoire dont Israël considère qu'il fait partie de l'État d'Israël et qui englobe Jérusalem-Est est entrée en vigueur. Le 18 février, les forces israéliennes et des membres de municipalités ont pénétré de force le centre de formation Kalandia de l'UNRWA, lançant des bombes sonores notamment à proximité et ordonnant son évacuation. 350 étudiants et 30 membres du personnel ont été touchés. Les forces de police israéliennes se sont aussi rendus dans plusieurs écoles de l'UNRWA et ont ordonné leur fermeture. La situation financière de l'autorité palestinienne demeure précaire. Le 12 janvier, le ministre des Finances israélien a annoncé le remboursement de la dette revendiquée vis-à-vis de l'autorité palestinienne et a transféré 540 millions de dollars des 1,2 milliard de recettes douanières palestiniennes qu'Israël retenait depuis octobre 2023. Le président Abbas a publié un décret le 10 février annulant les versements aux familles de l'autorité palestinienne de Palestiniens tués ou emprisonnés suite à des attaques israéliennes. Le décret spécifiait que ce soutien soit fourni aux familles au travers d'une entité distincte. La résolution 2334 demande aussi à tous les États d'établir un distinguo entre le territoire d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. Aucune nouvelle mesure n'a été, d'après nous, prise sur la période à l'examen. La résolution 2334 demandait aussi à toutes les parties de continuer, entre autres, de déployer des efforts collectifs afin de lancer des négociations crédibles sur toutes les questions relatives au statut final dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient. Les 19 janvier et 17 février, les 3e et 4e réunions de l'Alliance mondiale pour l'application de la solution des 2 États ont eu lieu à Oslo et au Caire, respectivement. Les réunions se sont poursuivies afin d'avancer sur la voie de la mise en œuvre de la solution des 2 États, tout en soutenant l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Le 4 mars, l'Égypte a organisé une réunion d'urgence de la Ligue des États arabes, entérinant le plan de reconstruction
de Gaza des pays arabes préparés par l'Égypte et l'autorité palestinienne. En conclusion, qu'il me soit permis de partager les observations du secrétaire général sur l'application de la résolution 2334 du Conseil de sécurité. Premièrement, une fois encore, le secrétaire général condamne vigoureusement les actes de terrorisme du Hamas et d'autres groupes palestiniens du 7 octobre 2023 et le maintien d'otages à Gaza. Les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Le secrétaire général condamne aussi les mauvais traitements infligés aux otages et le fait que nous avons des raisons raisonnables de penser que ces otages pourraient être victimes de violences et d'atteintes sexuelles. Le secrétaire général réitère aussi sa condamnation des parades publiques abjectes des otages libérés par le Hamas, ainsi que des dépouilles. En captivité, les otages doivent être traités de manière humaine et pouvoir bénéficier de l'aide du CICR. Deuxièmement, le secrétaire général condamne là encore sans équivoque les assassinats à grande échelle et les blessures infligées aux civils, la destruction d'infrastructures civiles à Gaza. Rien ne saurait justifier le châtiment collectif infligé au peuple palestinien. Nous pleurons le personnel de l'ONU tué à Gaza et condamnons vigoureusement le meurtre de tout le personnel humanitaire. Nous réitérons notre appel en faveur du lancement d'une enquête sur tous ces incidents. L'application du principe de responsabilité s'impose en cas de violation du droit international. Il condamne également vigoureusement les mauvais traitements qui auraient été infligés, notamment les atteintes sexuelles infligées aux prisonniers détenus palestiniens dans les centres de détention israéliens. Il rappelle que leur libération doit aussi se faire de manière digne. Il souligne l'importance de veiller à garantir un traitement humain de tous ceux et celles privés de liberté, de ne pas leur infliger de formes de torture ou d'abus. Troisièmement, le secrétaire général condamne aussi les attaques indiscriminées et l'utilisation de boucliers humains, des pratiques interdites en droit international humanitaire. Il exhorte toutes les parties à respecter les obligations qui leur sont faites en droit international humanitaire et en droit international des droits de l'homme. Quatrièmement, le secrétaire général réitère son appel en faveur d'un cessez-le-feu durable et exhorte les parties à redoubler d'efforts pour mettre un terme aux souffrances humaines. Il salue les efforts des médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord dans son intégralité, tout comme les efforts internationaux concertés, notamment déployés dans la région, pour appuyer la fin de la guerre et planifier le relèvement et la reconstruction de Gaza. Il rejette les déplacements par la force des populations palestiniennes de quelque partie du territoire palestinien occupé que ce soit. Ceci constituerait une grave violation du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le secrétaire général rejette vigoureusement toute forme d'épuration ethnique. Cinquièmement, le secrétaire général est horrifié par la situation humanitaire tragique. L'aide humanitaire n'est pas négociable. Si l'augmentation de l'aide humanitaire a permis de sauver des vies à Gaza, la situation humanitaire demeure catastrophique. L'ONU a prouvé que, moyennant un accès, la réponse coordonnée peut permettre de fournir de l'aide aux populations dans le besoin. Le secrétaire général condamne vigoureusement l'interruption de l'aide humanitaire à Gaza, imputable aux autorités israéliennes, et exhorte la reprise immédiate des fournitures humanitaires et commerciales. Sixièmement, l'escalade de violence en Cisjordanie occupée est des plus inquiétantes. Parallèlement à l'augmentation du nombre de victimes mortelles, les camps de réfugiés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie sont vidés et des dommages aux infrastructures ont été infligés en masse par les opérations israéliennes. Le nombre de déplacés palestiniens ne cesse d'augmenter. Les résidents n'ont toujours pas le droit de rentrer chez eux. Le secrétaire général est vivement préoccupé par toute présence à long terme de forces de sécurité israéliennes dans les camps, laquelle pourrait saper l'autorité palestinienne et être contraire aux obligations faites à Israël de mettre un terme à sa présence continue et illégale dans le territoire palestinien occupé, tel qu'affirmé par la Cour internationale de justice. Septièmement, le secrétaire général exhorte les forces de sécurité à faire montre de toute la retenue possible et à ne recourir à la force létale que lorsque cela est inévitable pour protéger des vies. Il condamne vigoureusement tout acte de violence visant les civils, y compris les actes de terrorisme. Le secrétaire général est alarmé par les attaques mortifères menées par les colons israéliens contre des Palestiniens, parfois à proximité des forces de sécurité israéliennes et avec leur appui, tout comme pour ce qui est des attaques menées par des Palestiniens contre les Israéliens. Tous les auteurs de ces attaques doivent rendre des comptes. Le recours aux armes lourdes en Cisjordanie occupée, notamment dans les zones résidentielles, est extrêmement préoccupant. Le secrétaire général rappelle aussi qu'Israël, en tant que puissance occupante,
a la responsabilité de protéger la population civile de tout acte de violence. L'expansion incessante des colonies de peuplement israéliennes modifie de manière tragique le panorama, la démographie en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Les Palestiniens se trouvent confinés dans des zones toujours plus limitées, déconnectées, ce qui représente une menace existentielle pour ce qui est d'un État palestinien indépendant, viable et d'un seul tenant. Le secrétaire général réitère que les colonies de peuplement sont dénuées de validité en droit et constituent une violation flagrante du droit international. La démolition, la saisie de structures appartenant à des Palestiniens implique de nombreuses violations des droits humains et suscite des préoccupations quant au risque de transfert forcé. Le secrétaire général exhorte une fois encore le gouvernement d'Israël à respecter les obligations qui lui sont faites en droit international et rappelle les conclusions de la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 19 janvier 2024. Elle déclarait entre autres que l'État d'Israël a l'obligation de cesser immédiatement toutes les nouvelles activités de colonisation et a le devoir d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Neuvièmement, le secrétaire général réitère son appel aux partis en faveur d'un respect du statu quo au lieu saint de Jérusalem, en tenant compte du rôle spécial et historique de la Jordanie. Dixièmement, la mise en œuvre de deux lois de la Knesset concernant l'UNRWA pourrait considérablement entraver les efforts déployés pour soulager les souffrances humaines. Rien ne saurait remplacer l'UNRWA, comme le rappelle le secrétaire général. Il condamne la violation du caractère inviolable des locaux de l'ONU en territoire palestinien occupé et toute tentative de pénétrer de force les écoles de l'UNRWA et de demander leur fermeture. La législation nationale ne saurait modifier les obligations faites à Israël en droit international. 11. Le secrétaire général se félicite des efforts en cours à l'échelle des pays de la région, des partenaires internationaux et de l'autorité palestinienne pour planifier la reconstruction de Gaza, notamment du plan de reconstruction de Gaza entériné par l'Organisation de la coopération islamique et la Ligue des États arabes. L'ONU continuera de travailler en étroite collaboration avec l'autorité palestinienne et toutes les parties prenantes pour offrir un avenir à Gaza, un avenir source de protection, de relèvement, de reconstruction pour tous les Palestiniens qui doivent pouvoir rester à Gaza et qui offrent à Israël la sécurité. Pour cela, des cadres de sécurité et de gouvernance adéquats devront être établis. Gaza et la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, doivent être traités comme une seule entité, au plan politique, économique et administratif. 12e, nous devons œuvrer de concert afin d'instaurer un cadre politique permettant des mesures tangibles, irréversibles et limitées dans le temps. L'occupation doit prendre fin dans les plus brefs délais. Une solution à deux États viables, avec Israël et la Palestine, dont Gaza ferait partie intégrante, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, sur la base des résolutions des Nations Unies, des précédents accords et du droit international, avec Jérusalem comme capitale des deux États, doit être mise en œuvre. Nous n'avons que trop attendu. L'ONU continuera d'appuyer tous les efforts consentis dans ce sens. Fin de citation. Je remercie la coordonnatrice CAG pour son exposé et donne maintenant